Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour Virginie. Je suis Sarah, je suis le CMO de Comet. Je m'occupe de marketing et de la vision de Comet depuis presque 2 ans maintenant. On attend encore quelques personnes. Bonjour, bonjour. Et moi, j'en profite pour faire une petite présentation de Comet pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Bonjour. L'écosystème Comet regroupe de meilleurs talents tech et data et représente aujourd'hui plus que 10 000 freelances et pour qui nous ouvrons chaque jour dans le but de leur offrir de meilleures conditions de travail et de leur permettre d'effectuer des missions pour des grandes entreprises innovantes en France et en Europe. Et je suis ravie de pouvoir traiter ce sujet sur la parité salariale dans le tech data et d'en discuter avec toi, Virgile. Toi qui es expert dans la matière, peut-être tu peux te présenter aussi. Ouais, bien sûr. Donc, je suis Virgile Ringard. Je suis le fondateur de Figure que j'ai créé il y a un tout petit peu plus d'un an. Avant Figure, j'ai fait une douzaine d'années dans les ressources humaines. Donc, j'ai occupé plusieurs postes dans les ressources humaines pour divers et variés, du recrutement, de la rémunération, du SIRH, du RH généraliste, etc. Dont 2 ans chez Comet. On s'est connu, Sarah, avant que j'aille créer Figure il y a un peu plus d'un an. Et je vais parler de Figure. Je peux parler de Figure. Pourquoi j'ai créé Figure? C'est parce que notamment pendant les 2 ans chez Comet, j'avais un gros problème qui était le manque de données de marché au niveau des salaires dans le milieu des startups. Il n'y avait aucune donnée de marché qui permettait de faire des grilles de salaire équitables, de savoir quel salaire offrir aux gens qui soient équitables, etc. Et l'équité, c'était un vrai driver, donc c'était un vrai problème pour moi. Et donc, j'ai fini par tenter de résoudre le problème modestement. Et puis, il s'avère que c'est un problème qu'ont d'autres entreprises, parce qu'en un an, là maintenant, on est à peu près 145 clients, 545 entreprises qui ont accepté de partager leur salaire avec nous pour qu'on les agrège et qu'on donne aux entreprises une solution qui leur permet de voir les données de marché sur ces salaires-là. Et en fait, pour la petite histoire, et ça va faire le lien avec le sujet d'aujourd'hui, moi, mon sujet de fin d'études, c'était l'égalité salariale homme-femme. Enfin, plutôt l'inégalité salariale homme-femme, parce qu'il n'y a jamais vraiment eu un sujet d'égalité salariale homme-femme. Et donc, c'est un sujet qui m'a toujours passionné au travers des années. Et quand j'ai créé Figure, j'ai commencé à recevoir les premières données de salaire de la part des clients. Je me suis dit, en fait, je vais leur demander des infos de genre, parce que je pense qu'on peut faire des trucs intéressants. Et on l'a fait, on a mis 2-3 mois à le faire. Ça fait 9 mois qu'on commence à avoir des données de genre, donc assez significatives sur plus de 100-110 entreprises. Et ça nous permet d'avoir des statistiques très poussées sur la représentation des femmes dans tous les métiers, dont ceux de la tech, et sur les écarts de salaire hommes-femmes, et des écarts de salaire inexpliqués parce qu'on à poste égal, niveau de seniorité égal et localisation égale. Donc c'était un peu pour ça qu'on s'était parlé, Sarah, ou que tu m'avais, je pense, contacté pour se dire faire un événement à ce sujet-là. Ouais, ouais, complètement. En fait, nous, on est très dans la transparence et je trouve que dans le monde de freelancing, il y a encore beaucoup de zones grises et on ne peut pas que parler des points positifs sur le freelancing. Et, euh, et donc, cette question-là, ça m'intrigue. En fait, j'étais très inspirée par tes posts sur LinkedIn. Et une fois, tu as fait un post sur l'influence de la négociation euh, sur cette inégalité de salariale homme-femme. Et je me suis dit, peut-être en étant freelance, c'est un peu moi. Et c'est pour ça que j'ai demandé à notre équipe data chez Comet de faire de la recherche des signes de parité salariale dans notre communauté. Et en fait, ils ont trouvé que l'écart, et je parle dans notre communauté, c'est quand même 10 000 freelances, ils ont trouvé que l'écart était en général à peu près 4%, qui est, c'est pas top, mais quand on prend le moyen qui est presque 17% pour les femmes inférieures au salaire des hommes, c'est quand même c'est un écart qui est beaucoup moins. Et même, on a vu que sur certaines technologies, avec certaines années d'expérience, les femmes peuvent gagner plus.
Donc, c'est un peu pour ça, c'est un peu dans ce contexte-là que j'ai voulu parler avec toi aujourd'hui. Juste pour vous dire, ceux qui sont là avec nous, vous pouvez poser des questions dans la partie questions qui est sur la gauche, sur la droite de votre dashboard. Et on va parler à peu près pour 45 minutes là. Mais n'hésitez pas à mettre des questions au fil du lot quand on parle. Justement, Virginie, dans ces écarts que je viens de citer, comment tu interprètes ces chiffres? Ouais, c'est une super question parce que faut faire assez attention avec ces chiffres des écarts de salaire homme-femme pour plein de raisons différentes. Déjà, en fait, il y a plein de chiffres vraiment différents. On peut lire, on va jusqu'à 27%, 30%, 9%, 15%. Il y en a plein de différents. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que si on veut se focaliser sur l'inégalité salariale, il faut réduire les facteurs qui expliquent les différences. C'est-à-dire qu'on prend les différences brutes. Arrêtons-nous sur à peu près 28-29% selon les dernières études de salaire. Quand on prend le salaire brut, hommes et femmes. Mais en fait, il y a pas mal de facteurs qui expliquent ces écarts-là et qui sont des problèmes en tant que tels. Et qui souvent, en fait, c'est un point important, c'est que l'inégalité salariale homme-femme, c'est en majorité plus une résultante d'autres problèmes structurels de société qu'un problème de discrimination salariale. Ça ne veut pas dire qu'il y a de problème de discrimination salariale pure, c'est-à-dire que des gens qui font le même poste, un homme et une femme font le même poste et la femme qui est payée moins, ça existe, ce sujet-là, clairement, et on va en reparler avec les chiffres qu'on a. Mais les écarts moyens de salaire homme-femme, c'est principalement une résultante de problèmes autres et plus structurels, qui sont, et il y en a beaucoup. Déjà, beaucoup plus de femmes font des travails à temps partiel que les hommes. Donc, quand il faut remettre en équivalent temps plein. Et ce qui est déjà un problème parce que c'est souvent un reflet de plusieurs choses. L'inégalité de la responsabilité des tâches familiales à la maison qui incombe plus souvent aux femmes qui se retrouvent plus souvent à temps partiel. Et deux, qui est un lien avec une deuxième raison de ces écarts-là, qui est la surreprésentation des femmes dans une bonne partie des métiers précaires et des métiers sous-payés. Et c'est souvent les métiers du service, par exemple. Il y a beaucoup plus de femmes dans les métiers du service qui sont en moyenne des métiers beaucoup moins rémunérés que les métiers de la finance et que les métiers, c'est un peu le sujet d'aujourd'hui, de la tech. Et en fait, donc, de facto, comme on a une sous-représentation des femmes dans les métiers les mieux rémunérés et une surreprésentation dans les métiers les moins bien rémunérés, ça amène aussi à ces écarts de salaire. Il y a encore d'autres facteurs comme, et on va revenir un peu quand on va en parler aujourd'hui, parce que c'est des facteurs super importants. C'est le facteur notamment du plafond de verre. Le facteur du plafond de verre qui est le côté, la complexité pour les femmes supérieure que pour les hommes d'accéder à des postes de management, pour plein de raisons différentes, et principalement en fait des biais inconscients ou de la discrimination directe envers les femmes que l'on juge moins compétentes et moins capables à manager, et qui donc ces postes-là sont souvent les postes les plus rémunérateurs de l'entreprise. Donc si elles y ont moins accès, elles se retrouvent moins rémunérées qu'en moyenne. Les parois de verre, on en a parlé, c'est le fait de la manque de représentation on parle souvent de plafond de verre et parois de verre, c'est le manque de représentation des femmes dans les métiers les plus rémunérateurs. Et donc quand on met tout ça bout à bout, le dernier élément qui est évidemment primordial, c'est les arrêts de carrière. Parce qu'évidemment, les femmes sont malheureusement beaucoup plus impactées par les arrêts de carrière, notamment au sujet de parentalité, etc. Et donc se retrouvent pénalisées au niveau des salaires. Donc, ce qui est vraiment important à garder en tête, c'est que souvent, à juste titre, les écarts de salaire homme-femme, ça cristallise beaucoup la tension, ça cristallise beaucoup les frustrations, ça cristallise pas mal de choses. Mais les solutions à ces écarts de salaire, en majorité, sont pas dans la politique salariale. Et malheureusement, souvent pendant les années, moi, quand j'avais commencé ma carrière, je ne vais pas trop la nommer, mais dans des entreprises qui disaient, nous, on met un petit budget de rattrapage de salaire homme-femme, on a fait notre travail pour l'égalité homme-femme. Et en fait, ça, c'est comme prendre une aspirine quand on est malade. Ça fixe la fièvre, et encore temporairement, très temporairement, mais ça fixe pas le mal derrière. Et le mal derrière, les mots derrière, c'est vraiment tous les sujets dont on a parlé, qui sont en fait des sujets de société qui commencent au niveau de l'éducation, ces sujets structurels, c'est plein d'autres sujets qui ont des conséquences sur les salaires. Donc ça, c'est vraiment, vraiment important. Et après, pour revenir sur les points dont tu as parlé, il y a quand même, une fois tous ces critères pris en compte, il reste un écart résiduel qu'on dit un écart inexpliqué, qui est selon les sources tu as mentionné 16%, et encore une fois, pas mal de sources différentes. Ce qui est intéressant pour les métiers de la tech et data, et notamment les métiers que vous avez en freelance, c'est que c'est souvent des métiers en fait équivalents cadres. Et la dernière enquête de l'an dernier de l'INSEE, de mémoire, eux, ils avaient fait une enquête qui donnait 9% ou 9,5% d'écarts injustifiés ou inexpliqués, qui n'arrivaient pas à retrouver à un poste
niveau seniorité, niveau de diplôme équivalent, il y avait un écart de 9%. Évidemment, ça va sans dire, en faveur des hommes. Pour l'instant, ça n'a jamais été en faveur des femmes. Donc, on peut voir le verre à moitié plein ou au quart plein ou au dixième plein en disant qu'en effet, 4% dans les données de freelance Comet, c'est mieux. Ça reste 4%. C'est vrai que c'est mieux que ce qu'on a sur les benchmarks et les études plus générales. Donc, on peut peut-être s'en féliciter un peu, mais on peut aussi se poser des questions sur pourquoi il reste encore ces 4%-là. Et ce qu'on a vu que c'était plus d'expérience, plus le temps passé pour ces personnes-là, plus le cas était réduit. Mais dans tes données, c'était pas, tu n'as pas vu la même chose. On a vu Ouais, après 7 ans d'expérience, les cas étaient très peu, et même il y avait des cas pour certaines technologies où les femmes gagnaient plus que les hommes. ouais, ça c'est intéressant parce que c'est dans les données figures et je pense que là c'est intéressant en plus. Là maintenant, s'il y a des gens qui ont des remarques dans le chat ou des questions d'explication de pourquoi ils pensent que c'est le cas, c'est assez intéressant parce que je pense qu'il n'y a pas de réponse absolue. Donc quand j'ai vu les données Comet, l'écart se réduit au fur et à mesure des années, ou en tout cas il est plus faible sur des fonctions seniors, voire en faveur des femmes, j'ai essayé de réfléchir à comment ça pourrait être, alors que les grandes études ne le montrent pas, les données qu'on a sur figure ne le montrent pas. On ne voit pas cet écart qui se réduit du tout avec les années d'expérience et la seniorité. Donc j'ai essayé de me demander pourquoi ça pouvait être le cas. Et je pense qu'il y a il y a un biais d'échantillons, c'est-à-dire que c'est peut-être pas des échantillons énormes dont on parle, même s'il y a une grande communauté de comètes. Malheureusement, des freelance tech et data au niveau femmes avec 9-10 ans d'expérience, c'est assez faible. Et même chez Figure, hein, quand on reprend les proportions d'hommes et de femmes dans les métiers de la tech, en fait, nous, au niveau junior, on a à peu près, dans les données, chez Figure, ils sont catégorisés par niveau de seniorité du poste. On a à peu près 32% de femmes au niveau junior. Quand on regarde les C-level, donc les dirigeants, on en a 10. Et encore, c'est quand on met toute la tech, produits, data et développeurs ensemble. Si on prend juste les métiers du développement, en fait, on en a 23 en junior. Et au niveau des dirigeants, on a 2%. 2% de femmes parmi les dirigeants, c'est-à-dire les CTO, en fait, globalement. Donc, en fait, c'est car il y en a quand même des échantillons qui sont très faibles. Et donc, je me demande si dans les données Comet, on n'a pas un effet statistique qui s'appelle le biais du survivant. Le biais du survivant, c'est de dire que les gens, quand on étudie un échantillon, on pense qu'il est représentatif de manière générale, mais en fait, cet échantillon a un biais qui rend les données un peu faussées. L'exemple le plus connu du biais du survivant, enfin un des plus représentatifs, c'est un autre domaine, hein, mais il explique bien. Pendant la Seconde Guerre mondiale, je ne sais plus quelle armée, je me demande si ce n'est pas les Américains, ils se sont dit, tiens, on va essayer d'améliorer la solidité des avions. Ils ont étudié tous les avions qui revenaient de bataille, ils ont regardé là où il y avait les impacts de balles, et ils ont renforcé toutes ces parties-là. Et ils se sont dit, tiens, trop bien, on veut que là, les impacts de balles, en les renforçant, en fait, on renforce la durée de vie des avions. Sauf que c'est le meilleur exemple de biais de survivant. Pourquoi est-ce que c'est faux? Parce qu'en fait, les avions, l'endroit où il faudrait renforcer, c'est les avions qui ne reviennent pas, ceux qui en fait se sont fait abattre en combat. Et en fait, en renforçant les endroits endommagés des avions qui revenaient, en fait, ils ont eu une erreur de regarder un échantillon qui pensait représentatif. En fait, c'est un échantillon qui était biaisé parce que c'était que les avions qui étaient revenus du combat. Donc, au contraire, ils se sont plantés. Et donc, si on regarde ça pour les freelances, je me demande s'il n'y a pas des caractéristiques, quand on regarde les femmes qui sont freelance avec beaucoup de seniorité, ces personnes-là n'ont pas des caractéristiques qui les amènent à avoir moins d'écart que les hommes ou potentiellement même un avantage salarial face aux hommes. Un des points que je me suis... Et vraiment, encore une fois, je suis curieux de voir si les gens qui sont ici arrivent à expliquer, à avoir des propositions d'explication sur ces écarts-là. Moi, ce que je me dis, c'est quand même le rôle de freelance, le statut de freelance. C'est quand même un statut qui, de par le manque de couverture sociale, de par tous les problèmes administratifs, l'accès au financement, toutes les choses qu'on connaît bien chez Comet qui m'ont pas mal parlé pendant que j'étais là-bas, fait que en fait, ça nécessite quand même une forme de prise d'indépendance et de prise de courage, surtout quand on a une famille, etc., supérieure. Et donc, en fait, ces personnes-là, qui sont freelance avec une dizaine d'années de la tech plutôt que d'être salariés, peut-être que c'est pas représentatif de la population de manière générale. Oui. Et donc, peut-être qu'il y a un biais de sélection qui fait que ces personnes-là arrivent à réduire l'écart, voire à le faire passer en faveur des femmes, parce que sinon, globalement, toutes les études, dont les données figures, montrent que malheureusement,
c'est pas un écart qui se réduit au fur et à mesure des années, qui se réduit au fur et à mesure de la seniorité, voire qui empire. Oui, c'est des sacrés personnages qui arrivent à une femme qui arrive, disons, dans le tech en Ouais, freelance. C'est un ouais. peu ça aussi. Donc, tu vois, c'est peut-être qu'elles ont des caractéristiques particulières qui font qu'elles sont moins sujets à la discrimination salariale, je sais pas. Et encore une fois, c'est dur de l'expliquer. C'est aussi, encore une fois, faire attention à des échantillons un peu plus petits, hein. Mais en Oui, tout cas, c'est intéressant parce que nous, on oui, le retrouve vraiment, vraiment pas du tout. On oui. retrouve vraiment pas du tout ces écarts-là. Ouais, ça peut être une question de les technologies spécifiques parce que ça se trouve que dans certaines technologies. Euh, Peut-être, mais, ouais. mais tu vois, enfin, nous, quand on parle de l'écart moyen, donc, j'ai peut-être pas dit tout à l'heure, dans les données figures, l'écart moyen, donc la même analyse, on tourne autour de 3%. C'est-à-dire que globalement, parmi nos clients qui sont des startups, scale-up, globalement françaises, ou en tout cas opérant en France, l'écart moyen inexpliqué homme-femme à poste égal, niveau de seniorité égal, localisation égale est de 3%. Mhm. Donc, encore une fois, on est au vert un quart plein ou un dixième plein qui est, bon, ben, c'est mieux que 9, c'est mieux que 15, c'est mieux que 16, mais ça reste 3, quoi. Même dans ce Oui, monde des startups qui, en théorie, c'est le futur du travail, tout est remis à plat, moins de poids de l'histoire, moins de poids des conventions et des manières de travailler historiques, on remonte bien que même dans cet univers-là, on recrée, même si c'est à plus faible impact, les différences structurelles du reste de la population, quoi. mm. Et qu'on voit des choses en face comme les femmes représentent que 14% de la communauté Comet. Globalement, on peut pas, c'est comme tu dis, c'est très difficile de comparer. Euh, donc, mm, Ouais, non, non, et ça, la représentation, c'est un problème, bah, encore une fois, dans toute l'industrie extrêmement important. Nous, globalement, chez les métiers de software engineering, donc juste du développement pur, en enlevant product et data qu'on considère comme étant des métiers tech, c'est 11% de femmes parmi ces métiers-là. Et encore une fois, c'est 23-24 au niveau junior et c'est un peu en dessous de 2% de CTO, ouais. ce qui est un énorme problème. Mais justement, il y avait un report récent de Girls Who Code aux États-Unis qui a examiné toutes leurs données, qui révélait que la moitié des jeunes femmes qui se lançaient dans la tech abandonnaient avant l'âge de 35 ans. La moitié. Et Donc, ouais, ouais, il y a plein de facteurs différents là-dedans, dans ceux que citait cette étude, qu'on remontait d'autres études, parce que je ne savais plus si c'était celle-là. Bah, en fait, il y a le problème de culture, une culture parfois ouais, toxique envers les femmes, et en fait, avec très peu de femmes. Et en fait, c'est montré que c'est là où plus on arrive à augmenter cet enjeu c'est-à-dire le pourcentage de femmes parmi les populations tech, plus la culture change, en fait, drastiquement. En fait. Et donc, mais au début, surtout quand il y a un faible pourcentage, et surtout pour ces personnes-là, quand elles ont l'impression des fois d'être minoritaires et que donc la culture c'est pas encore adapté ou c'est pas adapté du tout, etc. Ça peut être des éléments très décourageants pour les femmes. Et l'autre problème, qui est en partie qui est lié, hein, les deux étant liés, c'est les problèmes de représentation. C'est-à-dire et que ça, ce sont des problèmes entreprises et même des problèmes au niveau sociétal, hein, parce que c'est le problème de représentation, c'est de dire, bah, en fait, si on se lance dans une carrière, qu'on regarde au-dessus et qu'on voit que des hommes CTO, que des hommes VP Engineering, en fait, au bout d'un moment, plus ou moins consciemment, le message qui est envoyé, c'est bah, c'est peut-être pas une carrière pour moi, en fait, s'il y a que des hommes. Et puis mhm, en plus, comme il y a que des hommes qui sont dans ces postes de direction, c'est parfois ceux qui sont moins conscients de ces problèmes culturels, de la difficulté culturelle, des difficultés de leur culture à, à être suffisamment tolérants ou adaptés ou ouverts pour avoir plus de femmes dans leurs équipes. Et donc, c'est un problème qui perdure. Et c'est pour ça que tant qu'on ne change pas, enfin, une des façons de tacler ça, c'est de changer les représentations au plus haut niveau. Parce que d'avoir plus de femmes dans les postes de direction, et notamment de direction tech, ça envoie le message de le chemin est possible, la carrière, de progresser dans cet axe-là est possible, ça change la culture, enfin, ça a un énorme impact positif. La représentation au plus haut niveau de management, ça a un énorme impact sur les chemins de carrière, sur la culture, etc. de l'entreprise elle-même. et est-ce qu'il y a des choses qui sont en place maintenant justement pour lutter contre cet paysage problématique? Bah,
Alors, là, si on zoome sur le problème de la culture, on a parlé de l'enjeu de représentation, de féminiser les équipes, et notamment à commencer par les postes de direction et les postes de management, ça a un énorme impact, ça a été prouvé par plusieurs études. Et donc ça, sur la culture, la représentation, c'est un premier axe. Déjà, ensuite, il y a de plus en plus, et c'est bien, de formation ou d'accompagnement d'entreprises qui peuvent se faire former et accompagner pour se faire un audit culturel, qui peut être une base d'analyse quantitative, c'est donc de questionnaires anonymes auprès des équipes, etc., et de données qualitatives, c'est-à-dire d'interviews employés qui sont dans ces cultures pour faire des audits et des accompagnements de changement de la culture, de changement de pratique, etc. Donc la formation et là, se faire accompagner par des entreprises externes, celle qui est en France, qui a très bonne réputation et qui marche très bien, c'est Gloria, par exemple. Gloria fait beaucoup ces sujets-là. Et d'audit, accompagnement, de changement de la culture, d'accompagnement aussi des gens qui sont, parce que ça commence souvent aussi à ces moments-là, au recrutement. Le former les intervieweurs, les gens qui vont faire passer des entretiens, c'est super important parce que une des principales causes, notamment de discrimination, d'accès à l'emploi, c'est les biais inconscients. Et d'ailleurs, on parle d'égalité homme-femme, mais c'est pour tous les types de discrimination, souvent perdurent en partie à cause des biais inconscients. Et Comme l'endroit où quoi, par exemple? il y a beaucoup de biais. Le biais inconscient par exemple, on en reparlait tout à l'heure, une des raisons pour lesquelles le plafond de verre existe, c'est que inconsciemment, parce qu'il y a plein de racines culturelles, sociétales, etc., on n'a pas le temps aujourd'hui de tous les évoquer, pas mal de gens ont ce bien inconscient qu'une femme peut moins manager. Parce qu'en fait, une femme, et il y a plein de biens inconscients, c'est en fait, de par sa nature, de par la taille, on a des biais de taille aussi, les femmes sont en moyenne plus petites, et c'est marrant parce que c'est prouvé. Vous regardez, il y avait une étude sur les patrons je sais plus ce que c'était aux US, j'allais dire l'équivalent du SBF 120, mais des top 400 entreprises aux US, les patrons en moyenne, ils font 1m84 ou 1m85, je crois. Ils sont en moyenne plus grands que la C'est moyenne. un Parce que, animal, en fait. non, mais c'est un bien inconscient les gens qui sont plus grands, on les plus ou moins inconsciemment, on les imagine plus capables de manager. C'est pareil, il y a des biens inconscients qui perdurent complètement au contraire de la science, hein, en plus, parce que toutes les études montrent que, notamment pour bien manager, surtout actuellement, il faut en moyenne beaucoup d'empathie et d'écoute, etc. Mais on envoie le message de plus ou moins consciemment, on va penser que quelqu'un est moins capable de le faire. Et aussi, c'est là où la représentation joue, parce qu'on a une image d'un développeur, à quoi ça ressemble, et donc dès qu'on va avoir une femme, plus ou moins inconsciemment, le cerveau va peut-être se dire ça fit moins avec l'image que j'ai de personne qui fait du développement. Parce que donc les biens conscients au recrutement, ça fait prendre de mauvaises décisions, ça contribue à accentuer la discrimination. Et donc tacler les biens conscients. Et ça passe par la formation. Au recrutement, pour la diversité homme-femme, c'est un point extrêmement important, et même pour toutes les formes de diversité, et même de toute façon pour avoir un meilleur processus de recrutement, parce que quand on a un processus de recrutement trop biaisé, on prend des mauvaises décisions. Et notamment, on parlait encore une fois, hein, je continue, on parle peut-être trop, mais pourquoi on se retrouve, et surtout ça c'est malheureusement vrai aussi pas mal dans l'écosystème des startups, avec beaucoup de mecs blancs, notamment issus de bonnes écoles, à la tête de toutes ces boîtes, parce que c'est souvent fondé par des gens qui font partie des bonnes écoles, et au début, quand ils n'ont pas de process structuré, on recrute inconsciemment des gens qui nous ressemblent. Oui, On ne structure pas ce process, et ça c'est une forme de bien inconscient, c'est qu'on va trouver quelque chose chez quelqu'un qui partage quelque chose avec nous. Donc il y a l'effet, le bien inconscient de halo, c'est-à-dire qu'on va avoir quelque chose chez quelqu'un qui nous plaît ou qui nous rassure, et donc on va imaginer que tout le reste va bien. ouais. Et c'est très simple, on va imaginer quelqu'un qui a la même école, on va se dire, on part avec un a priori tellement positif que le recrutement est biaisé. Et donc en fait, au début, les recrutements ne sont pas structurés, les gens qui sont majoritairement des mecs blancs issus de bonnes écoles recrutent des mecs blancs issus de bonnes écoles pour les premiers postes de direction. L'entreprise grandit, les anciens sont souvent ceux qui arrivent les premiers au poste de direction, et ça on contribue au manque d'égalité à ce moment-là. Tout à fait, ouais. Moi, j'ai une question que j'ai très envie de te demander, parce que c'est justement, j'ai parlé de ça tout à l'heure, mais ça m'a tellement intriguée quand j'ai vu ça sur LinkedIn. Tu as dit un truc genre, plus qu'il faut négocier, mieux les hommes s'en sortent en termes de salaire. Et en Ouais, fait, j'ai j'ai pensé, j'ai pensé ça à plein de niveaux, en fait, parce que j'ai pensé au commercial, s'ils arrivent mieux à négocier, parce que justement sur le job, mais plus particulièrement, j'ai pensé à nos freelances,
comme avec une plateforme et chez Comet, nos freelances sont bien accompagnés par des account managers, ça enlève, je crois, ça enlève une partie de cette négociation. Est-ce que ça peut avoir un impact sur le parité salarial? Parce que ça Ouais. enlève cette partie-là. Alors, c'est intéressant parce que, avant de répondre à ta question, je pense qu'il faut remonter sur, oui, le pourquoi de la négociation, c'est super important. Enfin, c'est super important. Pourquoi ça a un énorme impact et souvent négatif sur les écarts salariaux et la discrimination salariale homme-femme. Donc ça, on pourra le remettre, il y a un lien d'une étude qui est sortie, je pense, il y a 2 ans, 1 an et demi, 2 ans là-dessus. Et l'étude disait que, selon elle, le principal, donc une fois qu'on a écarté tous les facteurs dont on a parlé avant, la principale raison pour laquelle un écart existe, c'est attribué à la négociation à l'embauche. Pourquoi? Parce que, plusieurs raisons différentes. Il est montré qu'entre hommes et femmes, en moyenne, les femmes osent moins négocier et demandent moins en termes de salaire, en termes de package que les hommes. Et même à prétention égale, elles ont souvent moins ce qu'elles demandent. Donc c'est la double peine absolue. Mhm. Et donc ça a un énorme effet à l'embauche qui est en plus accentué. Et c'est là où on va revenir pour le côté du freelance, où là c'est super intéressant, je pense, ce qui se passe au niveau du freelance. C'est en plus accentué par des pratiques RH qui engendrent et qui perpétuent ce genre de choses. Et il y en a plusieurs. C'est quoi les pratiques RH? Ça a commencé à dire, bah, c'est quoi votre salaire actuel? Parce qu'en fait, Oui. quand on pose la question c'est quoi votre salaire actuel, on se dit la personne, si on fait plus X%, elle va être content. Et donc, si la personne, et notamment la femme, elle est déjà un retard de salaire par rapport à ses équivalents masculins dans sa précédente boîte, elle change de boîte, elle se retrouve encore pénalisée par son ancien salaire sur lequel elle avait été discriminée dans sa nouvelle boîte parce qu'on lui demande quel est son salaire actuel et on se base pour faire une offre là-dessus. Donc là, ça perpétue, on propage en plus ces écarts de salaire d'une entreprise sur l'autre. Donc dans les bonnes pratiques, et c'est un point important, c'est qu'il ne faut pas croire que les résultats enfin, il ne faut pas interpréter, je pense, les résultats de cette étude pour dire c'est aux femmes d'aller négocier plus, c'est aux femmes d'aller mieux négocier. Je ne suis pas du tout d'accord avec ce principe-là. C'est aux organisations de changer leur process. Enfin, c'est vraiment important, c'est aux organisations de débiaiser leur processus d'offre de salaire pour éviter de propager ces discriminations salariales. Et comment on diminue la négociation? On s'engage en tant qu'entreprise à ne pas demander le package actuel. On s'engage à avoir plus de transparence sur les salaires à Mhm. l'embauche au moment où on diffuse une offre pour éviter de se dire tiens, en fait, j'avais 55 en tête, mais la personne, il s'avère en plus que c'est une femme, m'a dit qu'en fait, elle gagnait 45 et qu'elle était prête à pas faire augmenter son salaire. Ça, pareil, une étude Avisio, qui est un cabinet de recrutement, a fait une étude qui était incroyable en termes de stats. J'ai plus les stats en tête, mais c'était, je crois, 10% des hommes interviewés étaient prêts à diminuer leur salaire pour changer d'offre. Et c'était genre 45-50% des femmes qui étaient prêtes à le faire si l'offre leur plaisait. Donc, encore une fois, on retrouve encore des éléments statistiques qui accentuent ce gap. Et donc, c'est aux entreprises de changer, c'est aux entreprises de diminuer la part de négociation dans leur processus de recrutement, d'être plus transparent sur leur processus de décision de salaire, de s'engager à ne pas demander le salaire actuel des candidats et des candidates pour ne pas biaiser leur mécanisme d'offre, de parfois même, idéalement, de faire l'offre par des personnes qui ne sont pas au courant des prétentions salariales de la personne qui recrute. C'est une façon d'être non biaisée qui marche très bien. Enfin, et en gros, ce que je veux dire, c'est que ces responsabilités, elles sont apportées par les entreprises de changer là-dedans. Ouais, Et c'est quand pas on aux fait... femmes de se Non, former. non, 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 non. Non, c'est pas ça. Les messages, tu vois, souvent en plus, on replace comme le message que j'avais sur le côté des femmes managers, la perception qu'elles ne peuvent pas manager. Des fois, on voit des trucs comme elles doivent être plus assertives. Non, non, c'est un problème d'entreprise et de culture et de société avant d'être problème et pas du tout une action à mener par les femmes en moyenne. Et sur le point avec le freelance qui était intéressant, donc dans ce que tu dis, c'est si les account managers chez Comet s'assurent de ne pas propager des différences de négociation, c'est-à-dire qu'on dit oui, les freelances ne sont pas en direct avec l'entreprise, mais si les account managers, eux, ne recréent pas un biais de négociation quand ils parlent aux freelance, hommes et femmes, ils disent bon, combien tu veux, donc ils négocient avec eux et en fait ils propagent les écarts auprès des clients. S'ils font ça de manière très structurée, ben oui, en fait, ils peuvent gommer les écarts. Et ce qui est très intéressant aussi, je trouve, avec le freelancing, et c'est pour ça que j'étais très intéressé par les données que vous avez sorties, c'est que contrairement au salaire où on en a parlé, le salaire, on propage malheureusement dans la même boîte. Si on est rentré à un salaire trop tôt, notamment parce qu'il y avait trop de négociations, on s'est un peu fait avoir et on sait que ça pénalise plus souvent les femmes, et on se traîne comme un boulet toute sa carrière parce que ça freine les augmentations potentielles, ça crée un salaire qui ne devrait pas augmenter ou pas être au niveau de ce qu'il est parce qu'on est arrivé trop bas. Et qu'en plus, en changeant de boîte,
on se retrouve encore pénalisé par ça. Mais en fait, c'est un boulet qu'on se traîne toute sa carrière. Alors qu'en freelance, c'est des missions en moyenne plus courtes que les emplois. On change souvent, relativement souvent a priori, de client. Et en fait, à chaque fois, on peut reset son taux journalier. Ouais. Et donc, ça laisse plus de place à moins se traîner, je pense, le boulet ce boulet de salaire passé qui existe dans le salariat, en fait. Ça, je trouve ça très intéressant. Je me demande si, enfin, je pense que c'est un gros vecteur de pouvoir dire, en fait, j'étais à 400 de TJM, mais je pense qu'il y a plus de liberté parce qu'il y a moins de normes, il y a moins de codes, il y a moins de grilles de TJM dans une partie des clients, il y en a dans les plus grands clients, dans les plus petits, c'est un peu moins vrai. Et donc, ça peut permettre potentiellement de moins se faire pénaliser par ses expériences passées, son TJM passé au moment d'une nouvelle mission. A contrario, on pourrait penser que comme en plus c'est un peu le Far West, ben, on se retrouve dans la négociation permanente, ce qui pourrait encore une fois potentiellement pénaliser, comme toujours, les femmes. Parce qu'en poste, c'est très difficile d'avoir une augmentation, même si on arrive, c'est très peu par rapport à quelqu'un qui change plus régulièrement. Ouais, c'est plus dur. Ça a été prouvé que c'est plus facile de changer, d'avoir des augmentations de salaire en changeant de métier qu'au sein de la même entreprise. Au sein de la même entreprise, il y a souvent des processus budgétaires très serrés, ce qui fait que si on arrivait avec un écart de salaire injustifié par rapport à d'autres personnes, c'est un écart qu'on va souvent se traîner toute sa carrière, qu'on va mettre du temps à résorber. Et donc, c'est vraiment pénalisant, ça. Et c'est pour ça que l'étude juge que les écarts à l'embauche, notamment liés à la négociation, la trop grande place laissée à la négociation par les entreprises, ont un énorme impact sur la carrière entière des femmes. Et bon, question peut-être un peu difficile, mais quelles leçons, j'ai pas envie de dire les femmes justement ou les entreprises peut prendre de ces données, de c'est-à-dire que pour les freelances, c'est bon, pour les freelances en tech data où la demande est quand même très haut, et il y a des leçons à apprendre pour des femmes en général, pas pour les femmes, pour les entreprises en général, estomper un peu cet écart ou de comment progresser. Ouais, comme tu dis, je pensais plus encore une fois aux entreprises à voir. Alors, Ouais, moi, je les suis efforts, tellement conditionnée ouais, non, mais moi-même. tu as raison. Les efforts à apprendre de la tech, bon, la tech, c'est pas les meilleurs élèves, hein, on sait. Hein. Mais ce qui est Ouais. intéressant, c'est que c'est souvent, comme c'est un métier, comme c'est des domaines sous tension, en fait, en gros, les entreprises, elles peuvent changer soit par conviction, parce qu'elles pensent qu'un monde plus égalitaire, c'est un meilleur monde, etc. C'est un peu la conviction interne. Soit ce qui est, enfin, je vais dire bien, mais si, je pense qu'il y a un côté que c'est bien, soit par pression externe. Il y a un tel manque de talent que même les gens qui ne sont pas foncièrement convaincus du bienfait d'avoir un monde plus égalitaire, bon, c'est dommage pour eux, mais soit, en fait, ils se retrouvent au niveau de la tech un peu obligés par des pressions externes de marché à diversifier leurs sources de talent et à dire, bon, bah, on n'avait pas trop envie de bosser sur le côté homme-femme, mais bon, il faut bien trouver des talents quelque part. Je caricature. Hein. On va peut-être même essayer de s'ouvrir à des profils plus divers. Et ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voit dans la tech, notamment en France, un changement sur les biais de formation. Donc, on sait que les formations initiales, notamment les formations d'ingénieurs en informatique, ben, c'est là hein, que commencent les. Enfin, c'est même pas là, c'est à la petite enfance. On peut en parler peut-être après. Commencent les problèmes de manque de représentation des femmes dans le monde de la tech. Ça commence dans les crèches. Hein, ça commence pas à l'école d'ingénieur. Avec les problèmes d'orientation genrée, avec les problèmes de représentation, etc. Mais si on reprend juste les problèmes de la formation secondaire, il y a un vrai problème de représentation des femmes dans les écoles d'ingénieurs en informatique, etc. Et ce qui est bien, c'est que par contre, toute cette nouvelle mouvance des bootcamps, des formations accélérées pour apprendre à coder, ce qu'on a en France, c'est les formations du wagon, de Open Classroom, etc. En moyenne, ces formations-là, elles ont une plus grosse pourcentage de femmes que les formations traditionnelles. Et le monde de l'emploi s'ouvre de plus en plus au fait de, bah, en fait, surtout en France, on est quand même très diplôme hein, culturellement, de dire, bah, en fait, il y a des gens qui savent coder sans pour autant avoir fait un bac plus 5, un diplôme d'ingénieur en informatique. Et donc, ça, c'est un des vecteurs d'augmentation d'augmentation de la part de femmes parmi les métiers tech. Et donc, j'espère que ça va arriver dans les autres domaines, parce que c'est très tech, hein, cette notion de bootcamp, de 2 mois, 6 mois, 1 an de formation pour pouvoir accéder à des métiers qualifiés. C'est beaucoup dans les métiers de la tech. Et si ça se développait dans les autres métiers de la tech, je pense que ça pourrait aider aussi. Et c'est pour ça qu'on voit une plus grosse proportion de femmes parmi les niveaux juniors, par exemple dans les données de figure, que dans les niveaux seniors. Une des raisons, malheureusement, c'est ce qu'on a dit,
c'est le pourcentage de femmes qui quittent le milieu tech, notamment à cause d'environnements toxiques, etc. Mais c'est aussi la plus forte proportion de femmes qui, grâce au bootcamp, arrivent à se réorienter vers des métiers tech et donc rentrer dans les entreprises par ce biais-là. Et là, par exemple, je suis un peu biaisé, mais ce que fait Ada Tech School dans ce domaine, Ada Tech School, c'est une école de code et de développement féministe. Ça ne veut pas dire qu'elle est ouverte qu'aux femmes, c'est féministe dans ses valeurs. Et ben, elle a de plus en plus de partenariats avec les entreprises, elle aide à la reconversion dans les métiers de la tech, etc. Et encore une fois, il y a des entreprises qui font le partenariat avec Ada ou qui vont le faire par conviction, et il y en a d'autres qui vont le faire par pression de marché, parce qu'en fait, il y a un tel besoin de ces talents-là qu'il va falloir les prendre, il va falloir soit contribuer à les former, soit aller les prendre là où ils ou là où elles se trouvent. Moi, je voulais demander, en fait, de rester dans cette veine de toute transparence. Ça pourrait sembler, moi-même, j'étais freelance pendant presque un petit 10 ans. Et ça pourrait paraître comme une utopie de freelancing pour une femme. En plus, une femme, je ne sais pas, si des enfants, des choses comme ça, justement, avec toutes les flexibilités que ça propose. Mais je voulais voir si tu peux parler un peu des désavantages d'être freelance quand on est femme, ou quels sont, justement, pas pour être négative, mais pour nous amener un peu à notre question de comment on peut améliorer des choses, mais quels sont un peu des trous dans le système ou des risques quand on est freelance et femme? Bah, c'est un peu dangereux de répondre à cette question sans justement retomber dans les biais classiques et c'est marrant hein, parce que tu vois, plus ou moins inconsciemment, c'est presque le côté. En fait, ce qui est bien dans la freelancing, c'est la liberté, le fait qu'on peut plus choisir potentiellement ses horaires, ses missions, le moment où on travaille, le moment où on ne travaille pas. Et donc, on peut plus concilier potentiellement vie pro et vie perso et vie de famille. Et tu vois, on fait le biais de c'est bien le freelance pour les femmes parce qu'en fait, on peut concilier la vie de famille, mais ça nous amène à. Alors que pourquoi c'est encore une fois la responsabilité des femmes? Parce qu'il y a un problème structurel actuellement. Tu vois, le manque d'égalité dans les responsabilités parentales et familiales. Et c'est ce pourquoi, c'est contre-intuitif, mais ça peut paraître contre-intuitif, mais c'est ce pourquoi le congé paternité allongé à 1 mois, c'est une mesure qui a un impact indirect sur l'égalité homme-femme et sur l'égalité salariale, parce que si ça peut encourager les hommes à prendre une place plus importante dans leur rôle de père dès le début, à un plus grand équilibre des rôles parentaux, et donc à plus d'égalité dans le suivi de carrière derrière, parce que c'est pas un cheminement classique en fait, c'est l'homme qui va faire carrière pendant que la femme doit gérer les enfants et sa carrière. Une fois qu'elle a géré les familles, elle peut gérer sa carrière derrière. On amène à plus d'équilibre. Donc tout ça pour dire, les bienfaits du système de freelance, c'est la liberté, mais que ce soit pour hommes et pour femmes. Et le problème du statut de freelance en France, c'est évidemment le manque d'adaptation de plein d'éléments comme la couverture sociale, comme l'accès au financement, qui sont extrêmement pénalisants et qui doivent changer, et qui commencent progressivement un peu à changer, mais qui sont bien trop lents pour pouvoir satisfaire plein de gens pour qui c'est des problèmes rédhibitoires de ne pas pouvoir acheter une maison sans 5 ans ou 3 ans de bilan en tant que freelance, et pour qui la couverture en termes de chômage, santé, etc., est bien trop complexe, surtout quand on a une famille à charge. Oui, oui. Et justement, un peu pour finir, mais justement, si tu pourrais parler un peu de cette, un peu comme un oxymore en fait, mais justement la régularisation de ce marché libre, parce que c'est un marché libre, libre marché, pardon, en français, je crois. Mais comment on peut garder les deux bons côtés et essayer d'estomper un peu les risques? Est-ce qu'il y a un juste milieu? Il y a Macron qui parle de l'année prochaine faire toutes sortes de réformes, ou réformes pour pour les freelances. Quel est ton point de vue sur ce sujet-là? Bah, moi, il y avait deux éléments, je crois que tu mentionnais, le côté réforme pour les freelances, pour avoir un meilleur accès, enfin tous les points dont on a parlé, la couverture sociale, que ce soit pas un côté de sous-salariat. Hein. Le freelance, pour pas mal, c'est vécu ou vu, et en partie de manière justifiée, comme du sous-salariat. Enfin, encore une fois, on en a beaucoup parlé là maintenant, donc pas nécessairement la couverture sociale, l'accès au financement et tout sont des points essentiels, ça je suis d'accord. Et après, je sais pas si tu voulais par libre marché entendre parler de l'impact des réformes sur le côté égalité homme-femme et ce qui pourrait être fait et ce qui va être fait. Ce qui est génial, c'est un sujet dont on avait parlé brièvement précédemment,
et qui est un sujet qui peut être un peu controverse, mais pour moi qui ne doit pas l'être, c'est le sujet notamment des quotas. Les quotas qui ont été imposés et continuent d'être imposés dans la liste collectorale, dans les conseils d'administration et bientôt dans les comités de direction des entreprises d'une certaine taille. Ça, c'est une super mesure. Et pourquoi? Parce qu'au début, ça peut paraître contre-intuitif. Et même moi-même, il y a longtemps, je me disais, mais en fait, les quotas, et c'est une posture qu'ont pas mal de gens. Les quotas, en fait, c'est une forme de discrimination positive. Donc, on bat la discrimination par la discrimination, c'est pas bien. Et en fait, c'est un mal nécessaire, c'est quelque chose qui est nécessaire parce que beaucoup de ces problèmes, on en a parlé, passent par la représentation. Et tant que les conseils d'administration, les comités exécutifs ne se féminisent pas, on envoie encore une fois des messages plus ou moins conscients ou inconscients que ce n'est pas des chemins de carrière autorisés pour les femmes, que les femmes ne peuvent pas être dans les conseils des comités de direction, etc. Et donc, la représentation, euh, c'est super important et ça doit passer malheureusement parce que la société n'évolue pas assez vite par des quotas. Et donc ça, toutes les mesures qui vont dans ce sens-là sont, je pense, des mesures au niveau légal assez saines pour faire évoluer les choses. Et pour forcer d'avoir des modèles femmes. Exactement. Ouais. Exactement. Passer Exactement. par Ça là, passe. un truc forcé, sinon. Exactement. Et en plus, on a même, je disais que la société évolue trop lentement. Ouais. Et après, je sais pas si on avait peut-être des questions avec Cléa. Ah oui, merci pour ta question, Cléa. Je vais y répondre. Mais la société évolue trop lentement. Il faut garder en tête aussi que le Covid, ça a été une forme de marche arrière sur le sujet d'égalité homme-femme. Le Covid a été désastreux pour le sujet parce qu'en fait, quand le Covid est arrivé et qu'il a fallu concilier confinement et télétravail, qui c'est qui s'est retrouvé avec la plus grande charge parentale à gérer quand il a fallu avoir les enfants à la maison? Qui c'est qui a dû prendre plus de congés, arrêter ses métiers, arrêter ses missions? Et disproportionnellement, encore une fois, les femmes qui ont encore une fois ralenti les carrières. On retombe dans des problèmes. Ça a été un accélérateur même de ralentissement de carrière, de disparité, de perte d'emploi, d'équilibre vie pro, vie perso beaucoup moins bon pour les femmes parce qu'elles se retrouvent encore une fois. Donc, tout ça pour dire, il ne faut pas s'attendre à ce que la société change naturellement comme ça. Ces mesures-là de quotas sont nécessaires. Et Cléa disait, qu'est-ce qu'on fait figure exactement? Et quelle formation? Donc Figure, nous, à la base, donc on est un outil qui permet de faire des enquêtes, d'accéder à des données de marché de salaire, mais aussi dans notre outil, tous les clients ont un dashboard égalité homme-femme où on mesure leur situation sur le niveau de l'égalité homme-femme sur 4 critères, enfin sur plusieurs critères qui sont les écarts de salaire à poste égal, le pourcentage de femmes parmi les niveaux de management, le pourcentage de femmes parmi les postes les plus rémunérateurs de l'entreprise. On donne des notes aux entreprises qui sont très directes, mais qui sont privées, auxquelles seules elles ont accès, qui peuvent être mauvaises si la situation est mauvaise. Et à terme, on espère aller vers les conseils des actions à mettre en place. On le fait un peu, on l'a pas trop mis dans le produit, on a mis des pages pour les recommander, et notamment, ça fait lien avec ta prochaine question, des organismes de formation. Celle qui a la meilleure réputation et qui marche très bien, et moi j'ai pu rencontrer beaucoup de leurs clients qui en sont très contents, c'est Gloria, GLORIA. Ils font de l'accompagnement des entreprises sur ce sujet de l'égalité, etc. Pas que de l'égalité homme-femme par ailleurs, et ils font des choses extrêmement bien. Donc, je ne saurais que trop les conseiller. Alors, ça peut passer par la formation, les quotas. Ouais, bon, ça, il y a tellement de mesures, et 44, mais justement, on parle beaucoup des effets à l'entreprise, alors que tout ça, ça part de l'éducation aussi. Ça part de l'éducation, ça part de l'éducation en maternelle, à l'école primaire, etc. Il y a tellement de sujets qu'on aura de mal à tout lister. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. De rien, Claire. Merci à toi. Non. Super. Bah, on est à 45. Alors, je crois que c'est bon pour nous. Et il y a un petit sondage dans la partie sondage pour voir ce que vous avez pensé de cette webinaire. Je veux te vraiment remercier, Virginie, parce que c'est une question qui m'intrigue et je vois, c'est marrant, mais même en tant que femme, on est quand même pas toujours, hein, je parle pour moi-même, mais pas des réflexions très approfondies sur le sujet. Alors, c'est chouette de pouvoir explorer ça et d'avoir la data derrière qui donne une base où on peut vraiment regarder des choses. Donc, merci et merci Bah, à tout le monde qui a assisté. ouais, merci à toi, merci à Comet, merci à vous, à toutes les personnes qui sont venues participer, assister. J'espère que c'était intéressant. Et bonne journée à tout le monde. Au revoir.